Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a visité les installations militaires chinoises à Doralé. Également dans l'actualité, ouverture solennelle des travaux de l'Assemblée nationale, c'était ce matin. Et grève des Palestiniens contre la loi israélienne sur l'État juif-nation. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette visite du président de la République Ismaël Omar Guelleh des installations de la base militaire chinoise située à Doralé. Eh bien, cette visite a eu lieu concomitamment avec les célébrations de la fête nationale de la République et une année environ après l'inauguration de la base militaire chinoise qui est la première sur le continent. Cette base de soutien logistique de l'armée de libération de la Chine populaire a été mise en service le 1er août 2017. L'ambassadeur de Chine à Djibouti a indiqué que cette visite a été faite à l'invitation du président chinois Xi Jinping. Eh bien, au cours de cette visite, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cher Ibrahim, le directeur de la sécurité nationale, le secrétaire général de la présidence, le chef de l'état-major de la garde présidentielle, ainsi que d'autres hauts responsables civils et militaires. À son arrivée sur le lieu, le président de la République a été accueilli par le commandant de la base, puis il a passé en revue le détachement venu lui rendre les honneurs. Eh bien, aussitôt après ces honneurs rendus, le président de la République et sa suite se sont rendus à la salle de conférence de la base où un officier supérieur leur a exposé la mission de la base et ses moyens. Au cours de cette présentation, les différentes phases de la construction de cette base ainsi que ses différentes composants ont été retracés au chef de l'État. L'ambassadeur chinois à Djibouti, M. Chen, a pour sa part relaté à l'occasion de la fête nationale de la Chine populaire le 1er octobre les relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays depuis plus de 39 ans. Le diplomate chinois a souligné également cette visite du président Guelleh qui n'est d'autre qu'une marque de confiance. Elle s'est faite à l'invitation officielle du président chinois Xi Jinping. Golfe d'Aden et au large de la Somalie pour avoir escorté plus de 6000 navires chinois et étrangers, y compris les navires des pays occidentaux et de l'ONU, apportant par là une garantie importante et efficace à la sécurité de la navigation dans la Corne de l'Afrique. Avec la création de cette base, la Chine remplira mieux ses obligations internationales par ses missions d'escorte et d'aide humanitaire dans la région, lui permettant de jouer un rôle croissant pour la préservation de la. Prenant la parole à son tour, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a indiqué que cette visite s'inscrivait dans le cadre de l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Écoutons ensemble les propos du chef de l'État. C'est notre joie de nous retrouver aujourd'hui parmi vous à la base de soutien de l'APL. Et surtout, c'est la fête du 1er octobre. C'est une coïncidence ou c'est voulu, je ne sais pas, mais c'est ma chance. Je pense que c'est... Vous avez un rôle important à jouer ici, non seulement pour la Chine et Djibouti, mais pour la communauté internationale.
Vous avez cité les nombres de sorties et d'escortes que vous avez effectuées pendant ces 2 dernières années. Et cela démontre le rôle crucial que joue la Chine dans la sécurisation et la paix internationale. Nous savons que les plus gros effectifs, n'est-ce pas, des casques bleus des Nations Unies sont chinois. Cela aussi renforce, n'est-ce pas, votre position ici. Et nous voulons seulement vous assurer de notre solidarité, et de notre amitié, et le séjour dans un nombre important de nos amis chinois à Djibouti aussi renforce notre position de pays d'échange et de rencontre. Pour cela, nous vous soutiendrons toujours et vous avez notre solidarité. Merci. Bonne fête. Et cette rencontre a été suivie par la signature du livre d'or de la base militaire chinoise, où le chef de l'État a tenu à écrire quelques mots sur l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Cette visite du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au sein de cette infrastructure militaire a coïncidé avec le 69e anniversaire de l'avènement de la Chine populaire. Il est à noter que les missions de la base chinoise consistent à soutenir les opérations navales chinoises dans l'océan Indien et plus largement au Moyen-Orient, ainsi que les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Le président de la République a eu droit ensuite à une visite guidée des installations militaires, toujours en compagnie du commandant de la base chinoise et du haut commandement militaire djiboutien. Plusieurs bâtiments composent cette base qui est opérationnelle depuis plus d'1 an dans un hôpital et des structures sanitaires de dernière génération avec des équipements dernier cri. Le chef de l'État a eu l'occasion durant cette visite de recevoir les explications nécessaires sur le fonctionnement et la composition de cet hôpital. Ainsi, il a pu visiter, comme vous le voyez d'ailleurs sur les images, différents locaux et services de l'hôpital comme le bloc opératoire, les salles d'hospitalisation, la salle de scanner et d'IRM, la salle de vidéoconférence, entre autres. Et le chef de l'État, en outre, nous a confié ses appréciations sur l'importance des infrastructures militaires à Djibouti. Depuis que les installations sont terminées, n'est-ce pas, en une année, je vois que et j'ai profité de cette occasion du 1er octobre, qui est la fête de l'armée populaire de libération de la Chine, n'est-ce pas? Les relations entre nos deux pays sont au top, ce sont des relations stratégiques, et nous voulons renforcer. Et le commandant de la base est là, et un grand diplomate qui fait bien son travail. La coopération se fait d'après le ministre de la Défense qui est là aussi. Ça se passe très bien et nous sommes très contents de faire cette visite qui doit être visite d'amitié et de solidarité. Merci.
Je vous l'annonçais en début de journal, l'ouverture solennelle des travaux de l'Assemblée nationale pour la deuxième session ordinaire de cette année 2018, où les parlementaires ont suivi le programme politique du gouvernement. Eh bien, cette séance est ouverte sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, et le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a présenté le programme de l'action gouvernementale. Outre la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des élus nationaux, des membres du gouvernement, des diplomates en poste à Djibouti, des représentants des agences onusiennes, des préfets, des autorités locales et coutumières étaient présents en amont de l'ouverture de cette séance. Le président de l'Assemblée nationale a demandé à l'ensemble des personnalités présentes donc d'observer une minute de silence à l'endroit de la jeune Mahado vulgairement assassinée dans le district d'Ali Sabié, et à toutes les femmes du monde entier victimes d'atrocités et de violences, sans oublier les victimes des récents incidents survenus à Diridawa. Nous devons d'ores et déjà nous atteler à tout mettre en œuvre. Et véritable temps fort de la journée, celle-ci a été marquée par les interventions du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. Écoutons d'abord les propos du président de l'Assemblée nationale. Cette rentrée parlementaire est donc pour moi l'occasion de vous souhaiter un bon retour sur le banc de l'hémicycle. Honorables députés, chers collègues, pendant l'intercession, chacun d'entre vous a pris le temps de se ressourcer auprès de ses électeurs. Chaque parlementaire a sillonné sa circonscription pour exercer pleinement son mandat. Cette 8e législature a permis d'aborder de nombreuses thématiques centrales à travers des séminaires, des rencontres, de la célébration de plusieurs journées, dont celle de la journée de la démocratie, la journée des enfants parlementaires, la journée ainsi que la journée internationale du parlementarisme. Ensemble, nous avons mené un travail de fond sur la politique d'immigration et d'ouverture de notre pays. Nous avons aussi travaillé sur la diplomatie parlementaire et la promotion du genre. À propos de cette dernière thématique, je suis heureux d'annoncer la fondation très prochainement d'un caucus genre, puisque la représentation nationale compte aujourd'hui 27% de femmes députées. Cette avancée majeure s'inscrit parfaitement dans la politique du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a œuvré depuis toujours pour la promotion des femmes en renforçant leur présence au sein de l'appareil de l'État et dans l'ensemble des institutions publiques. Et dans la deuxième partie de son discours, le président de l'Assemblée a parlé des bonnes perspectives économiques pour l'année 2018. L'Assemblée doit également exercer pleinement sa mission de contrôle de l'action gouvernementale, que ce soit sous forme d'audit, d'enquête parlementaire et d'audit sur l'ensemble des départements ministériels et des institutions publiques. Écoutons le président de l'Assemblée nationale une deuxième fois. Chers collègues, la belle conjoncture économique nationale pour l'année 2018 s'annonce dans notre pays sous de meilleurs auspices. La croissance économique devrait se consolider autour de 7%, soutenue par une politique d'intégration régionale renforcée des investissements dans les infrastructures de transport et de communication. L'inauguration d'une zone franche à vocation régionale, voire internationale, en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, illustre parfaitement notre quête de développement et de croissance. Mesdames et messieurs, le retour de la paix dans la région conforte ces perspectives. Mais cette croissance économique doit, dans l'urgence, servir à offrir aux masses laborieuses une eau saine à boire,
des centres pour se soigner, des écoles pour instruire leurs enfants et des maisons pour se loger décemment. C'est à cet impératif que doit répondre toute embellie économique. Cette exigence est louable, mais la tâche n'est pas aisée. Pour cela, l'Assemblée nationale, qui a pour rôle de légiférer en votant ou en proposant des lois, doit également exercer pleinement sa fonction de contrôle de l'action du gouvernement. Exercice que nous pratiquons d'ores et déjà sous la forme des questions au gouvernement. Cependant, nous devons redoubler d'efforts et renforcer notre contrôle qui s'exercera désormais sous forme d'audition, d'enquête parlementaire et d'audit sur l'ensemble des départements ministériels et des institutions publiques. Les commissions parlementaires effectueront des descentes et des contrôles inopinés sur les comptes financiers des entités publiques et des sociétés de l'État ou semi-publiques. Plus aucune défaillance, abus ou concussion ne seront tolérés. Il en va de la confiance que nous accorde le peuple. Ainsi, chaque détenteur d'une once de responsabilité publique devra rendre des comptes. C'est cet objectif qui sera au cœur de notre action, car le mandat du peuple doit être le mandat de la confiance et de la transparence. J'ai saisi donc cette opportunité pour inciter tous mes collègues à se soumettre à cet exercice de redevabilité. Nous le savons tous, cet exercice n'est pas des plus aisés. Et j'insiste également sur un autre exercice tout aussi important, celui qui consiste à légiférer et qui nécessite également de la part de nos parlementaires d'une grande assiduité. En effet, le travail en commission pour analyser des lois oblige une certaine méthodologie et rigueur conformément au règlement intérieur. Afin de faire de la présente session ordinaire un succès, je vous invite à vous investir pleinement dans les travaux tant en commission qu'en plénière. Honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, vous l'aurez compris, nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux. Aussi, nous avons développé un plan stratégique qui prévoit de nombreuses activités. Cette année sera une année charnière où nous aurons à faire nos preuves et donner entière satisfaction à nos concitoyens qui fondent beaucoup d'espérance sur notre action. L'Assemblée nationale devra donc être un phare et un aulier où s'exerce parfaitement la démocratie et la bonne gouvernance. Et je fais le vœu que nous atteindrons notre objectif et qu'ensemble, majorité et opposition, nous y parviendrons à la force de notre volonté et de notre détermination sans faille. Pour finir, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu'à les organisations non gouvernementales qui ne ménagent aucun effort pour valoriser notre hémicycle et soutenir les actions de notre Assemblée nationale. Enfin, pour terminer, nous pouvons nous féliciter d'avoir édité pour la première fois l'agenda parlementaire qui reflète et valorise notre institution en illustrant son fonctionnement. Sur ce, tout en renouvelant à tous et à toutes ma reconnaissance et mon infinie gratitude, je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de l'année 2018. Vive la République! Que Dieu bénisse Djibouti. Je vous remercie. Et le Premier ministre a par la suite scindé son intervention sur la politique gouvernementale et ses grandes actions en faveur dans plusieurs thèmes, dont la politique intérieure, la politique régionale et les attentes des Djiboutiens. À l'occasion de l'ouverture de cette session parlementaire, je voudrais rappeler les événements importants qui se sont succédés cet été. À cette occasion, j'attirais votre attention sur le travail quotidien du gouvernement qui permettait de rendre notre nation plus forte et plus unie. À la demande du chef du gouvernement, cet objectif a pu être atteint grâce aux actions qui ont été menées simultanément. Je disais aussi dans ce discours que l'engagement du chef de l'État pour transformer notre économie et notre société fera que chaque Djiboutien, avec ses différences et ses similitudes, se sentira djiboutien avant tout. Or, il y a 2 mois environ, nous avons vérifié que ceci était bien réel
lorsque des éléments incontrôlés se sont attaqués à une partie de la population. Ce sont tous des Djiboutiens qui se sont sentis attaqués. Cette réaction est aussi vive si on agresse un Djiboutien sur nos frontières ou à l'étranger. Je dirais même plus, que la nation djiboutienne s'est révélée dans le regard de ces petits groupes. Pour eux, il n'était pas possible de faire la différence entre ce qu'ils voulaient cibler initialement et les autres composants de la société djiboutienne. Chacun de nos compatriotes qui se trouvaient à l'étranger a pu le ressentir, car tous se sont sentis menacés. C'est fort de cette unité nationale que le président de la République, avec sagesse, mais sans faiblesse, a su imposer son point de vue pacifique à tous les responsables de la politique régionale. Lorsque des changements politiques et diplomatiques ont eu lieu, il voulait que la paix soit globale dans toute la région. Son charisme et son rôle politique constant de serviteur de la paix dans la Corne de l'Afrique ont permis de convaincre tous les nombreux interlocuteurs qui se sont succédés auprès de lui dans des rencontres bi- et multilatérales. L'IGAD, outil de développement économique et de discussion, a permis d'être l'outil majeur du dialogue pour la réussite de l'instauration d'une paix globale. Le travail dans ce sens continue car la recherche de la paix ne tolère aucun relâchement. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Bien évidemment, sur les réseaux sociaux, c'est la même qui avait prédit des bouleversements il y a quelques années, lorsque certains pays amis arabes ont eu des mouvements populaires extrémistes, ont encore annoncé le chaos pour Djibouti et l'isolement pour notre pays. Certes, nous savons qu'ils ne souhaitent que des larmes et du sang pour le peuple. C'est cela leur programme politique. Mais aujourd'hui encore, la sérénité règne à Djibouti. En relation avec ce moment un peu difficile que nous avons vécu au mois d'août, je veux saluer le calme et le professionnalisme de nos forces de police et de gendarmerie. Elles ont démontré que toutes, unies et coordonnées, elles ont su faire face aux défis qui les attendaient. Et dans la deuxième partie de son intervention, le Premier ministre est revenu sur la problématique du développement social et sur les différentes préoccupations de la population djiboutienne en ce qui concerne donc la santé, l'éducation, le problème du transport urbain et de l'employabilité. Réécoutons ensemble le Premier ministre. La préoccupation du moment pour nos concitoyens est bien sûr la rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale est bien rodé sur cette question. Les discussions familiales ont porté sur les uniformes scolaires. Le but recherché par le gouvernement est de réduire les différences vestimentaires qui peuvent être ressenties par les enfants. Le gouvernement sera aux côtés des plus pauvres. Cela est déjà fait dans d'autres domaines. Cette politique de solidarité et d'action sociale sera poursuivie par le ministère en charge de la solidarité. Le gouvernement a au tout début répondu à la nécessité urgente de vouloir scolariser tous nos enfants. Il faut maintenant répondre à l'obligation d'obtenir une plus grande et plus efficace qualité de notre enseignement. Un plan commun sera établi pour l'implantation de nouvelles écoles et de postes de santé, en fonction notamment des ressources en eau et électrique. Il existe aujourd'hui un désagrément qui est de plus en plus croissant pour la population, c'est celui qui concerne les transports urbains. Dans ce domaine également, un comité interministériel a déjà été mis en place pour améliorer la situation. En effet, les projets de lotissement sont de plus en plus nombreux. Les distances à parcourir sont plus longues. Le gouvernement en est bien conscient et a pris à bras le corps ce dossier pour que les habitants de Balbala et ses extensions soient mieux desservis. Le département en charge de l'urbanisme préparera un code de l'urbanisme prévoyant l'aménagement de la ville et l'accès social à la propriété, constante préoccupation commune à la fois de la population et du gouvernement. De nombreux programmes de construction sont en cours d'achèvement. D'autres vont être lancés et d'autres sont en préparation. Dans cet esprit de vouloir fluidifier le trafic, il est aussi important
que le parc automobile ne soit pas vétuste. L'importation de véhicules de plus de 8 ans est interdite maintenant. À propos de ce comité ministériel, comme d'ailleurs tous ceux que j'énoncerai dans ce discours, je veux préciser qu'il ne s'agit pas d'un comité temporaire qui se réunit pour initier une solution à un problème. Le chef du gouvernement exige un suivi permanent de la mesure des améliorations faites ou à faire. Et nous a donné un témoignage en présidant quelques-unes de ces réunions interministérielles à la présidence de la République. La santé de la population a toujours été une priorité gouvernementale, vous le savez. Le département ministériel qui en est en charge fait tous les efforts pour cela. Il faut que les importations de nos produits alimentaires comme l'huile de palme ou le lait en poudre par exemple soient surveillées. Je vous ai déjà exposé le projet d'amélioration entre l'administration et les administrés dans mes précédents discours. Ce chantier est toujours ouvert car tous les domaines administratifs sont concernés et les améliorations à faire nombreuses. Ce qui est vraiment nouveau sur ce dossier aujourd'hui, c'est que la commission interministérielle qui en est la charge devra établir des indicateurs qui permettront objectivement de mesurer les progrès obtenus. Le gouvernement suivra en relation avec les associations des handicapés les progrès faits à ceux à accomplir pour leur mieux vivre, pour qu'ils vivent mieux. Nous savons tous aussi que la population attend que la situation s'améliore dans la vie des régions avec la mise en place de la décentralisation. Un autre souci majeur de la population auquel le gouvernement veut inlassablement apporter des réponses concerne bien sûr l'emploi. La vision du président de la République n'est plus une promesse, mais est devenue une réalité en un peu de temps. Djibouti est toujours un petit pays, mais un pays qui grandit, et grandit vite. Ces choix de partenariats sont aujourd'hui gagnants pour tous. Et la troisième partie de son intervention, le Premier ministre a évoqué le volet politique et budgétaire. Je vais aborder le volet concernant la politique budgétaire, qui est l'outil majeur de la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Le budget 2019 n'est pas encore complètement arrêté. Il va bien évidemment répondre à toutes les priorités que j'ai énoncées. Vous aurez l'occasion d'en débattre avec tous les membres du gouvernement. Mais les tendances sont déjà données par le budget définitif de 2017 et le budget rectificatif de 2018 que vous allez pouvoir examiner dans les détails au cours des prochains jours. Cette rigueur sera poursuivie et accentuée. Une attention particulière sera portée à la gestion de la dette, car les variations du taux d'échange de dollars vis-à-vis des autres monnaies et des DTS peuvent nous pénaliser comme cela a été le cas cette année. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que le président de la République veut avoir une vision plus large du financement et développement économique. Il ne s'agit plus seulement de reproduire les améliorations budgétaires des années passées, mais aussi le ministère du Budget et le ministère de l'Économie et des Finances travailleront ensemble pour aborder plusieurs points liés à cet objectif présidentiel. D'autres membres du gouvernement ou des institutions civiles, comme la Chambre de commerce, qui sont concernés par un ou plusieurs sujets suivants, seront également associés à ces comités interministériels. Je vous les cite: l'amélioration de Doing Business à Djibouti, la poursuite de l'assainissement des finances publiques, la recherche de nouvelles recettes, la discipline budgétaire, l'application des règles de bonne gouvernance et de bonne gestion financière des établissements publics, la rationalisation des EPA, la maîtrise des dépenses de l'État comme les dépenses énergétiques, ou encore l'engagement d'une réflexion sur la création d'un fonds souverain ou sur le nouveau relais de croissance. Tous ces sujets seront traités séparément dans des commissions interministérielles qui se réuniront périodiquement. Les avancées sur ces réflexions seront présentées à l'ensemble du gouvernement. Bien évidemment, mesdames et messieurs les députés, de cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale, à la fois rajeunie et plus proche de la nation grâce à la présence de plus en plus importante des femmes en son sein, le gouvernement atteint une plus grande participation à l'action gouvernementale. La femme djiboutienne a toujours joué un rôle majeur dans notre histoire.
Le gouvernement voudrait qu'elle soit de plus en plus présente dans notre développement économique et social. L'UNFD, le ministère de la Femme, leur serviront de soutien inconditionnel pour faciliter leur entrée dans la société civile. Le gouvernement attend de vous un travail permanent auprès de nos concitoyens pour présenter et expliquer et faire valoir la politique gouvernementale. Ce n'est pas un travail de campagne électorale, mais un travail permanent de fond. Car aucun relâchement de notre politique n'est profitable au peuple djiboutien. Quant à vous, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, votre participation constructive est aussi attendue. Nous savons que vous rejetez également tout extrémisme et tous ceux qui veulent détruire nos institutions. Je souhaite que vous puissiez démontrer à tous que la démocratie que le président de la République a fortifiée de jour en jour à Djibouti est devenue un rempart contre tous les ennemis de la République. En tout cas, le gouvernement et la majorité parlementaire le feront. C'est vers cet objectif qui permettra de renforcer la nation, de construire et de partager nos nouvelles richesses que nous nous rassemblerons pour le bien du peuple djiboutien. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, et conformément à l'article 21 alinéa 1 et 2 du règlement intérieur, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue en marge de la séance plénière ce lundi 1er octobre 2018 dans les locaux du Parlement en vue de fixer l'ordre du jour de la date d'une séance extraordinaire. Eh bien, lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de la Défense Ali Hassan Bahdon. La conférence des présidents s'est penchée en premier lieu sur la transmission à la commission permanente complétante des projets de loi en instance qui sont au nombre de 7. Et voilà donc qui nous ramène de parler de cette déclaration faite du procureur de la République, Aïd Ahmed Ibrahim, qui a fait une déclaration concernant le meurtre de Mahado Daher Shre, une jeune lycéenne de 16 ans de la classe de seconde à Ali Sabieh. Écoutons ensemble donc le propos du procureur de la République sur le viol et l'assassinat de cette jeune fille. Le 24 septembre 2018, vers 15 h, dans la ville d'Ali Sabieh, chef-lieu de la région du même nom, a été retrouvé le corps sans vie d'une jeune adolescente âgée d'à peine 17 ans. Il s'agissait de mademoiselle Mahado Daher Shre, qui est également connue sous le prénom de Hawa. Les premières constatations effectuées immédiatement sur place par l'antenne de la police judiciaire de la police nationale ont permis de déterminer que la mort de la jeune lycéenne Mahado n'était pas liée à une mort naturelle. En clair, que la mort est due ou a été causée volontairement par l'usage d'une arme blanche. Ce qui a provoqué irrémédiablement et de facto la mort. Ce sont les constatations du médecin légiste, le colonel Samotar de la police nationale. Donc le propos de ce jour n'est pas ici de décrire les circonstances exactes des causes de la mort de mademoiselle Mahado. Mais l'objet de mon intervention dans les médias, aux côtés des officiers de la police judiciaire qui ont mené les investigations, ont deux objectifs essentiels. Le premier objectif est d'abord d'informer, à travers les relais que sont les médias, les citoyens, car au-delà du profond émoi qu'a provoqué ce crime atroce, tant à la population Asodjo que celle de la région, de toute la population de la région, ainsi que partout ailleurs dans tout le pays, il faut pouvoir essayer d'apaiser cette douleur collective et ces réactions légitimes qu'elles ont suscitées. Ainsi, tous les enquêteurs sur cette affaire n'ont pas perdu un instant, une seconde, pour faire aboutir la vérité. J'entends ici et là, sur les réseaux sociaux, entre autres, des spéculations sur les circonstances de la mort de la jeune Mahado. Il s'agit ici de souligner, et c'est primordial, que l'antenne judiciaire de la ville d'Ali Sabieh, de la police nationale, qui a une parfaite connaissance du terrain et de la population, a été renforcée avec l'appui de la brigade criminelle et des affaires spéciales que le commandant Harbi, ici présent, dirige, ainsi que l'appui des agents de la police technique
et scientifiques pour mener à bien la recherche de la manifestation de la vérité. Ce qui a permis, dans un premier temps, d'identifier le véhicule à moteur dans lequel la jeune Mahadan a été emmenée de force. Ce sont les expertises scientifiques qui ont permis de retrouver des traces ADN pour conclure que c'est le véhicule en cause qui a emmené la victime. Les enquêteurs ont également, suite à leurs investigations, repéré le lieu où la victime a été détenue et les alentours du lieu où les faits ont été commis. Je tiens à signaler que le corps de la victime a été retrouvé à plusieurs kilomètres et à l'opposé du lieu où les faits se sont produits. C'est l'enquête de police scientifique qui a permis de retrouver ce lieu, le lieu initial. Ainsi, ces suspects principaux, à l'exception d'un d'entre eux, ont fini par avouer aux enquêteurs leur forfait. C'est-à-dire enlèvement, viol, acte de barbarie et torture et meurtre commis sur la jeune Mahadan. Puis, ayant terminé leur crime, ils ont, selon leurs termes, jeté la victime très très loin de l'endroit où les faits ont été commis. La Chambre de commerce de Djibouti a tenu aujourd'hui sa deuxième réunion d'information sur la participation à la deuxième édition de la Foire internationale de Djibouti qui aura lieu du 3 au 10 décembre prochain au Palais du Peuple. En effet, la première édition du décembre 2017 a été un événement couronné de succès sans précédent à Djibouti et a suscité un engouement massif de la part des entreprises, mais également du grand public. La Chambre de commerce a donc invité chaleureusement à y prendre part et à saisir cette opportunité pour rencontrer les acteurs clés de la région, les hommes d'affaires influents, les investisseurs ainsi que les institutions régionales et internationales. Durant cette manifestation, un large éventail de prestations sera offert aux entreprises allant des stands d'exposition de leurs produits et services et à des visites du site ainsi que des rencontres business to business. Indonésie plusieurs fois. Il a visité Foire d'Indonésie 2-3 fois, je crois. Et nous avons conversation, discussion avec M. Dawale concernant comment l'organiser, la foire de Djibouti. Il a beaucoup d'expérience. Je crois que l'année dernière, il a visité l'Indonésie pour voir comment organiser la meilleure foire à Djibouti. Et de son côté, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, n'a pas manqué d'exposer les tenants et aboutissants de cette réunion d'information. Deuxième réunion de travail que nous avons eue dans le cadre de la préparation de cette foire internationale de Djibouti, qui est un événement important pour le secteur privé, pour le pays et pour l'ensemble des opérateurs qui viennent de l'étranger comme de Djibouti. Donc il fallait qu'on donne certaines informations qui se sont posées, qu'ils ont surtout communiqué à la direction de la Chambre, et nous souhaitions informer davantage pour qu'ils puissent connaître davantage aussi les modalités de participation ou les modalités d'enregistrement qu'il est nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette journée d'information, mais aussi la délégation indonésienne conduite par l'ambassadeur Iman et son staff qui sont venus d'Addis Abeba pour présenter la foire de l'Indonésie qui se passera à Jakarta. Nous avons pu coubler ces deux événements pour qu'ils puissent être une interaction entre la Chambre de commerce de Djibouti et les différentes, je dirais, institutions du secteur privé et de leur ambassade indonésienne. Et nous avons ensuite recueilli les impressions des hommes et des femmes d'affaires qui ont participé à cette réunion d'information. Je suis Elena Rizzo et je suis ici parce que je représente la société Svamch à Djibouti. Je suis très satisfaite et très contente de cette matinée.
Et nous avons déjà participé l'année dernière à la première foire qui s'est tenue à Djibouti et bien sûr nous allons participer encore cette fois. Nous sommes très contents. Nous avons constaté l'année dernière la réussite de cette manifestation parce que nous avons vu vraiment un grand afflux d'opérateurs économiques qui sont venus nous voir, qui ont pu visiter cette foire. Et donc nous sommes persuadés que largement cette année nous aurons beaucoup plus d'opérateurs. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde, grève des Palestiniens contre la loi israélienne sur l'État-nation juif. Et pour nous en parler en détail, Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ferdous, bonsoir à vous. Qu'en est-il donc de cette loi juive? Effectivement, Ferdous, c'est en Cisjordanie occupée que Gaza et Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville annexée et occupée par Israël. Écoles, commerces sont restés pour la plupart fermés. Des manifestants sont prévus dans la journée de demain à Ramallah, en Cisjordanie, et à Jat, dans le nord-est d'Israël, où vivent des Arabes israéliens. Les descendants des Palestiniens restent sur la terre à la création d'Israël et qui constituent aujourd'hui 17% de la population israélienne. La loi votée par le Parlement israélien le 19 juillet avec le soutien du Premier ministre Benjamin Netanyahou confère aux Juifs le droit unique de l'autodétermination en Israël et proclamer que l'hébreu est la seule langue officielle d'Israël, l'arabe n'ayant qu'un statut spécial qui n'a pas été défini. Aucun article ne mentionne l'égalité entre les citoyens ou le caractère démocratique du pays, faisant craindre que le caractère juif d'Israël ne prime sur les autres principes. Ferdous. Et en Indonésie, l'ONU estime 191 000 personnes ayant besoin d'aide humanitaire d'urgence. Eh bien oui, Ferdous, c'est près de 46 000 enfants, 14 000 personnes âgées, les populations les plus vulnérables qui résident souvent loin des centres urbains où le gouvernement concentrait ses efforts ont besoin d'aide de détail du bureau dans son évaluation. Et rappelons-le, après le séisme suivi d'un tsunami qui a dévasté l'ouest des Célèbres. Le dernier bilan de ces séismes suivi d'un tsunami est d'au moins à Ferdous 832 morts. Les autorités redoutent qu'ils soient encore plus lourds, certaines zones n'ayant pas encore été atteintes par les secours. L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots formés par la convergence des grandes plaques tectoniques indo-pacifique australienne et eurasienne, se trouve sur la ceinture du feu du Pacifique, une zone forte sismique. Le séisme qui a touché le Célèbre est plus puissant que la série de tremblements de terre qui a connu l'Indonésie en août et qui avait fait plus de 500 morts et environ 1500 blessés sur les îles de Lombok, voisines de Bali. Et pour terminer ce matin, le prix Nobel de médecine a été attribué cette année à Allison, un Américain, et à un Japonais en géo pour leurs travaux, je le cite, sur le cancer. Effectivement, c'est sur leurs travaux, sur la capacité du corps à se défendre contre les cancers virulents comme le cancer du poumon et la mélanome. Alors que depuis un siècle, l'immunothérapie contre le cancer faisait du progrès modeste, les lauréats du prix Nobel de médecine 2018 l'ont révolutionné, offrant aux malades un espoir nouveau. Le prix Nobel de médecine est le premier prix de Nobel décerné chaque année. Le prix est en sciences, littérature et paix ont été créés à l'initiative de l'inventeur du dynamique Alfred Nobel et se sont décernés depuis 1900. Le prix Nobel de littérature ne s'est pas remis cette année en raison d'une affaire d'inconduite sexuelle. Ferdous. Merci Samatar pour tous ces éclaircissements. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.